Il est 6h30 ce samedi. Bienvenue à tous. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les Jeux de la francophonie en France. À la veille de l'événement sportif et culturel, 4 ministres rendent visite aux éléphants. Les ministres des Sports, Alain Lobognon, de l'Environnement, Alakwa Dioremi, et de la Culture, Maurice Bandama, et le ministre Jeanne Peumont ont galvanisé les athlètes et artistes qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à Nice. Anne-Marie Nguesson. Les athlètes de 7 disciplines, basketball, athlétisme, judo, lutte, cyclisme, tennis de table et football, et les artistes qui représenteront la Côte d'Ivoire à ces 7e Jeux de la francophonie, ont reçu la visite des ministres Alain Lobognon, Alakwa Dioremi, Bandama Maurice et Jeanne Peumont, venus les saluer et les encourager avant l'entame de la compétition. Je voudrais donc vous dire que vraiment ça a beaucoup de joie comme vous voyez ici. Et puis nous sommes arrivés à une période où il ne fait pas froid, donc nous sommes tous à l'aise. Et vous dire que vraiment nous vous encourageons et nous souhaitons qu'il y ait des résultats et des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Voilà donc le message que je voudrais vous porter au nom de Monsieur le Président de la République, mais également aussi au nom de mes collègues qui sont ici avec moi. Ensuite, les échanges ont eu lieu dans une ambiance conviviale. L'équipe est entraînée par un ancien champion d'Afrique de basket. C'est Monsieur Biagui Clément. Et comme c'est un ancien tripointeur de l'équipe nationale, et il a transmis le virus des 3 points aux jeunes filles que vous voyez. À ces Jeux, nous devons être les premiers. Vous êtes les défenseurs d'une Côte d'Ivoire qui se réconcilie. Et dans toutes ces composantes, vous êtes là, jeunes de Côte d'Ivoire, et c'est sur vous que le chef d'État compte. Et c'est pour cela qu'il est là en personne. La Côte d'Ivoire entre en lice ce samedi 7 septembre avec les basketteurs qui seront face aux Polonais et les lutteurs Alagi Aboulaye, Beignet Tano Rosalie et Kanga Isabelle Éléonore qui connaîtront leurs adversaires respectifs dans la matinée de ce samedi après la pesée. Et c'est également ce samedi que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les lions de l'Atlas du Maroc. Le match aura lieu aujourd'hui à 17h, heure locale, au stade Félix Houphouët-Boigny. La sélection ivoirienne sera au grand complet. Didier Zokora, qui avait quitté le camp d'entraînement pendant quelques heures, a réintégré le groupe dans la soirée de jeudi. L'équipe ivoirienne joue ce soir contre le Maroc pour le compte de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2014. Le statut de l'opposition, le fonctionnement des partis politiques, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire étaient au cœur d'une rencontre hier entre le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, et le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Ce conclave intervient dans le cadre du dialogue initié par le gouvernement avec l'opposition ivoirienne. Le président du FPI bénéficie d'une liberté provisoire depuis le mois d'août. Et voici un extrait de la réaction du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, après son entretien avec le chef du gouvernement ivoirien. Quand on sort d'où je viens, on est un peu comme un étranger. Et comme on le dit, l'étranger a de gros yeux, mais parfois il ne voit pas grand-chose. Et donc je préfère ne pas me prononcer sur la nature de ce cadre permanent de dialogue. Ce qu'il faut souligner, c'est l'intérêt du dialogue. Le fait que le dialogue existe, c'est déjà un point important. Que cela soit dans le cadre du cadre permanent du dialogue ou dans le cadre d'un dialogue direct, il faut saluer, je dirais, l'existence de ce processus de dialogue, mais faire en sorte aussi que ce dialogue ne s'éternise pas. Parce que je crois qu'il y a quand même plus d'un an, presque 18 mois, que le dialogue a lieu entre le gouvernement et l'opposition. Il faut passer à la concrétisation. Parce que plus le temps passe, évidemment, plus les questions se complexifient. Il est donc important que le dialogue avance rapidement et que sur les questions essentielles pour la marche de l'État et pour la paix, la tranquillité et la prospérité de nos compatriotes, que nous puissions passer aux actes. Et concernant le Front populaire ivoirien, c'est le retour sur la scène politique de Pascal Affi-N'Guessan. La cérémonie de passation de charge entre ce dernier et Miaka Oureto aura lieu aujourd'hui au siège du parti. Miaka Oureto était aux commandes du FPI depuis la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo en 2011.
Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition dans le cadre du CPD reprend aujourd'hui. Le cadre permanent de dialogue est une plateforme d'échange et de réflexion dont le but est d'améliorer les relations entre le gouvernement et l'opposition. Le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé était au centre d'une rencontre hier. Il s'agissait de la réunion du Conseil de concertation État-secteur privé. Présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la réunion de concertation se réunit une fois par trimestre. Elle permet d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des acteurs du secteur privé. Hugues Hervé-Blé. Le gouvernement a la ferme volonté de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en le rappelant ce vendredi, s'est félicité de la réunion qui s'inscrit dans le renouveau du partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé, un partenariat qui est au centre de la stratégie de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait, disons, une connivence, je veux le même dire, entre le secteur privé et national et le gouvernement, de manière à ce que ça devienne réalité ce que nous disons, que le secteur privé national et international soit en Côte d'Ivoire le moteur de la croissance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et c'est de tout ça dont nous avons parlé. Nous allons développer davantage de manière à ce que nous obtenions des résultats donc, très importants pour évidemment l'amélioration des conditions de vie donc, de nos concitoyennes et concitoyens. Le conseiller de concertation État-secteur privé de cette fin de semaine s'est penché sur 7 points comprenant le transit routier inter-État, la revalorisation de la redevance de sûreté portuaire, la participation du secteur privé national au forum Investir en Côte d'Ivoire et au financement du plan national de développement. Nous, au niveau du secteur privé, nous repartons totalement satisfaits et rassurés par cette première réunion. Et nous sommes convaincus que les prochaines réunions vont nous permettre d'élever, j'allais dire, tous les obstacles qu'on voit par-ci, par-là et qui constituent encore des freins pour le développement de l'économie. On a aussi parlé du prochain forum, Investir en Côte d'Ivoire 2014, que nous allons préparer ensemble avec le gouvernement. Et là, nous avons pris bien note de ce que le Premier ministre a souhaité, c'est-à-dire qu'il y ait une implication très forte du secteur privé. Le conseiller de concertation État-secteur privé, présidé par le Premier ministre, se réunit une fois par trimestre. C'est l'occasion de prendre des décisions, de faire des arbitrages ou de donner des orientations en vue de la prise de décision dans les meilleurs délais sur les préoccupations du secteur privé ivoirien. Et toujours en économie, la mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO a été débattue au cours de la 7e session ordinaire du comité de convergence de l'institution ouest-africaine. La rencontre s'est ouverte hier dans la capitale ivoirienne. Elle a permis de réfléchir sur les différentes stratégies en vue de rendre concret l'établissement d'une monnaie unique dans la sous-région et d'évaluer les perspectives au titre de l'année 2013. Mamadou Kouassi. La volonté des chefs d'État de la CEDEAO de créer une monnaie unique pour l'espace communautaire se précise davantage. Réunis à Abidjan pour la 7e session ordinaire du Conseil de la convergence de la CEDEAO, les ministres de l'économie et des finances finalisent des acquis afin d'aboutir à une intégration monétaire et économique en 2015. For the Anglophone countries and le groupe anglophone et le groupe lusophone, qui devraient parvenir à une monnaie unique en 2015, une monnaie qu'on pourrait appeler ECO. Donc, une fois que cette monnaie est atteinte en 2015, il faudra maintenant aspirer à la monnaie unique qui va regrouper le CFA et qui va regrouper l'ECO. Et cet échéancier est fixé pour l'année 2020. Cependant, il y a des problèmes. Il y a notamment le problème de savoir quel est le niveau de réserve qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut 5%, est-ce qu'il faut 20% et quel est le seuil du taux de déflation également. Donc ce sont des critères à définir également. La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'économie et des finances, souhaite que cette intégration soit effective afin de faciliter les échanges et les déplacements dans l'espace communautaire. Une région sans frontières où règne la paix et l'harmonie, s'appuyant sur une bonne convergence dans laquelle les populations peuvent avoir accès aux énormes ressources et les mettre en valeur à travers la création d'opportunités pour un développement durable et la préservation de l'environnement. Les conclusions de la rencontre d'Abidjan seront soumises aux chefs d'État au cours de leur prochaine Assemblée générale. Des chefs d'État qui veulent passer de la CEDEAO des États
à la CEDEAO des peuples. L'assistance aux ex-réfugiés a fait l'objet d'une séance de travail menée par la directrice du Programme national de cohésion sociale et la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés. Cette séance devrait permettre aux deux structures de mieux orienter et de coordonner leurs activités d'aide aux anciens exilés ivoiriens. Gabriel Zani. 119 Ivoiriens réfugiés au Ghana et au Togo sont rentrés à Abidjan le jeudi 29 août dernier. Leur besoin en vivre et en non-vivre a coûté au moins 10 millions de francs CFA au PNCS, Programme national de cohésion sociale. Mais l'accueil de ces personnes ne suffit pas. Une fois de retour en Côte d'Ivoire, d'autres besoins se font sentir, tels que trouver un emploi. Il y en a qui n'ont pas du tout de papier. Donc pour pouvoir se réinsérer dans la vie économique, il faut qu'ils aient des papiers, c'est-à-dire des pièces d'identité, des extraits de naissance pour leurs enfants, pour que les enfants aient à l'école, pour aller à l'hôpital, etc. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est l'alimentation. C'est pour cela que la semaine dernière, nous avons offert des sacs de riz, parce qu'il faut pouvoir manger. La plupart des ex-réfugiés sont les jeunes, les femmes et les enfants. Et pour aider le PNCS à coordonner les actions d'assistance envers ces personnes, le programme a décidé de travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Nous travaillons très étroitement avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour tous les réfugiés qui se trouvent en Côte d'Ivoire et les rapatriés, les Ivoiriens réfugiés qui retournent chez eux pour commencer leur vie après la crise post-électorale. Selon la directrice du PNCS, 2 à 3 milliards de francs CFA sont dégagés par an pour couvrir les besoins des personnes en difficulté, y compris les ex-réfugiés. Les actions prioritaires du programme restent à ce jour la réinsertion socio-professionnelle pour les jeunes et les femmes et les inscriptions à l'école pour les enfants. Au plan international, la réunion du G20 a pris fin hier à Saint-Pétersbourg en Russie. Si la finance mondiale a été évoquée, le conclave s'est achevé par une division entre deux camps au sujet de la crise syrienne. 11 pays menés par les États-Unis ont réclamé dans un communiqué commun une réponse internationale forte contre le régime du président Bachar al-Assad. Damas est selon ce groupe responsable de l'utilisation d'armes chimiques contre sa population. Les pays non signataires du communiqué sont ralliés à la Russie qui doute de la culpabilité des autorités syriennes. Rendons-nous à présent en Zambie pour la découverte de la piscine du diable, un lieu touristique destiné aux amoureux de sensations fortes. Entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria. Ce sont les chutes les plus spectaculaires du monde et elles attirent chaque année des millions de touristes. Outre le paysage, elles proposent une attraction particulière pour les amoureux de sensations fortes, la piscine du diable. À 108 mètres au sommet des chutes, ce bassin naturel n'est accessible qu'en saison sèche, de septembre à décembre. Le niveau d'eau et le courant sont alors faibles et permettent la baignade, sensation garantie. C'est tellement fantastique, tellement effrayant et terrifiant. Vous êtes au bord du vide, ça éclabousse partout. C'est une expérience fantastique et terrifiante. Votre corps a de petits frissons nerveux et il y a même de petits poissons qui mordillent vos chevilles. C'est inquiétant. Avec la piscine du diable, vous faites trempette avec la mort car rien ne vous sépare vraiment du bord des chutes. D'ailleurs, la prudence s'impose car il y a parfois des accidents mortels. En 2009, un guide est mort en tentant de sauver un touriste qui s'était endormi et qui était sur le point de tomber. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.